Merci d'être ici et merci de me demander d'être là parmi vous aujourd'hui pour représenter une région du monde qui est souvent peu connue. Quand je dis arabe, souvent les gens imaginent que c'est quelqu'un qui va mal prononcer les P et les B, n'est-ce pas? Et qui va se mélanger les pinceaux dans les phonèmes. Et voilà, il va dire le LH Forum pour la positive économie. Alors moi, ça m'impressionne d'être ici parce que quand on revient ici sur la scène, eh bien, vous voyez qu'on a 3 pupitres. Pour moi, c'est du bling-bling, n'est-ce pas? Ou alors du pling-pling peut-être, je ne suis pas tout à fait sûre. Mon discours aujourd'hui va porter sur l'explosion au Moyen-Orient. Mais une explosion positive, à savoir une explosion du stand-up, de la comédie au Moyen-Orient. Et je vais vous parler de la manière dont la révolution numérique permet d'avancer et d'être diffusée partout. Et je vais vous révéler un secret ici. C'est intéressant en France d'entendre que le stand-up au Moyen-Orient a été lancé par un Français. Mais je vais vous en parler un petit peu plus avant tout à l'heure. Je sens que vous, sur vos visages, je lis un quoi. De quoi est-ce que vous me parlez là? C'est qui ce mec? Avec des vrais chevaux, avec une belle veste, qui pense qu'il va pouvoir me changer ma perception de toute une région, à savoir le Moyen-Orient? C'est qui? Bon, écoutez, peut-être que je suis parano, mais j'ai le droit de l'être, n'est-ce pas? Dès que l'on voit des Arabes, soit ce soit des danseuses du ventre, des millionnaires, des milliardaires plutôt, et puis, ou alors des terroristes. Et je le vois dans les conférences quand on va parler avec les gens. Par exemple, si je dis des Arabes qui sont connectés, branchés, vous allez penser à un mec avec un turban sur la tête et puis des bâtons de dynamite dans sa veste. Mais ce dont je parle maintenant, ce sont des Arabes qui sont connectés, qui sont tous connectés, et l'Internet aide à faire avancer les choses. Et voilà, c'est là que j'habite, le Moyen-Orient, et certaines personnes peuvent en apprendre beaucoup sur l'expansion de ce qui se passe avec toutes ces marques au Moyen-Orient. Par exemple, Google est une marque qui s'étend très rapidement, et ils essaient d'avoir plus d'un bureau, et certaines personnes vont penser que, ils ont été peut-être trop vite, et ils se sont surdiversifiés. Alors moi, je vous promets que ce bureau ne fonctionne plus aujourd'hui, mais là, vous pouviez avoir accès aux bananes le plus rapidement du monde. Et c'est pareil pour Facebook. Vous pouvez peut-être avoir entendu parler de cet homme qui a donné le nom de Facebook à sa fille à cause de la révolution que cela induit. Alors bien sûr, le problème, c'est que ce sont des gens qui ne regardent pas à long terme. Je suis vraiment désolée pour sa petite fille qui va aller à l'école et qui va se retrouver certainement, se retrouver moquée par ses copains. Ça va pas être forcément top pour elle. Et donc voilà, je ne vais pas aller trop loin ici. Je vais vous commencer ici ma histoire. Je suis, vous savez, dans la communication, je travaille dans la télé et sur Internet, mais également je fais donc des performances sur scène. Je raconte des histoires. Et j'étais à Londres lorsque j'ai pu être témoin d'un changement, une évolution dans le monde, une évolution dans la manière dont les gens se perçoivent les uns les autres. Et ceci est venu par la comédie, qui est certainement la manière la plus rapide pour deux personnes pour se comprendre, pour s'entendre. Le rire a été décrit comme étant la distance la plus courte entre deux personnes, entre deux interlocuteurs. Et moi, je me suis concentrée là-dessus. Et du point de vue financier, ce qui aide, c'est que la comédie sur scène, c'est vraiment un terrain nourricier pour la performance, pour la comédie elle-même. Aux États-Unis, lorsqu'on a commencé les stand-up, vous avez ici les personnes qui ont vraiment été à l'avant-garde de cet art. Tous les visages que vous voyez ici, ils ont tous commencé par du stand-up, par de la scène. Et les gens m'ont demandé d'être un arabe communicant et on m'a demandé pourquoi est-ce que les arabes n'ont pas de comédie. J'ai commencé par dire c'est parce qu'on ne croit pas en le rire. Alors bien sûr, c'est une blague. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient et nous avons toujours eu des comédiens comme partout dans le monde. Nous aimons rire au Moyen-Orient. Même aujourd'hui, il y a encore des comédiens. Par contre, ce qu'il n'y avait pas encore au Moyen-Orient, c'était de la comédie stand-up.
Et qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre au Moyen-Orient? Les choses ont changé chez nous parce que nous avions un nouveau stéréotype à combattre. Et donc, il y a eu des gens qui ont commencé à monter sur scène pour faire de la comédie, pour pouvoir lutter contre la guerre, contre le terrorisme avec le rire. Un Iranien, un Égyptien ont monté cette comédie, l'axe du mal. Et ils ont vraiment fait un énorme travail dans les années 2000. Eh bien, ils ont fait des tournées aux États-Unis et ils ont toujours eu de très très bonnes relations publiques partout où ils sont allés. Alors c'est un petit peu bizarre parce que dans le monde occidental, lorsqu'un comédien fonctionne bien et qu'il attire les audiences et qu'il les fait beaucoup rire, on dit qu'il tue. Et quand il ne travaille pas bien, on dit que il s'est auto-suivi. Et donc, voilà, moi j'ai utilisé la télé et dans le réseau américain sur lequel j'ai travaillé, je leur ai dit, vous savez, montrer sur nos chaînes de comédie ces personnes-là comme des héros de la comédie, pour pouvoir encourager les jeunes au Moyen-Orient de faire la même chose de manière à avoir de meilleurs contenus et de meilleurs shows. Alors, ce n'était pas si facile. J'ai un patron américain qui m'a dit, vous savez, Jamil, vraiment, écoutez, je crois que c'est trop sophistiqué pour une audience arabe. Alors, quoi? J'imagine même pas qu'on puisse dire une chose comme ça. Je comprends pas ce que vous dites. Évidemment, c'était de l'humour. Et j'ai attendu que le monde fasse un tour sur lui-même. Et puis, nous avons attendu donc un nouveau patron dans cette chaîne de télé. Et quand j'ai parlé avec ce nouveau patron de la chaîne de télé, sa réaction était très différente. Il m'a dit, oh, ça c'est une idée très intelligente. Et il croyait vraiment donc dans la puissance du RP positif. Et donc, quand je lui ai présenté cette idée, il avait également un autre avantage, et je n'avais pas réalisé cela en 2007. Deux des plus grands acteurs de divertissement avaient déjà une historique ici en France, et ils étaient tous les deux arabes, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Et donc, il s'est dit, allons-y, on le fait maintenant. N'est-ce pas? On y va. Et je vois que ça va passer sur Internet. Alors moi, j'utilise des petits chats pour essayer d'avoir plus de monde. Hein. Voilà. Donc, j'ai eu le feu vert. Et donc, on a commencé la tournée de comédie qui s'appelle donc l'Axe du mal. Et nous, on l'a joué partout dans le monde, mais il y a eu de la résistance, et particulièrement du monde arabe. Et puis, bien sûr, les gens qui cherchaient à trouver des parrainages, à savoir des parrainages des marques, et les gens nous disaient, mais quoi, vous voulez croire que des Arabes qui parlent anglais vont réussir à faire rigoler les Arabes en se moquant d'eux? Moi, je vous promets que quelqu'un va venir au moins une fois essayer de venir vous mettre une bombe dans un théâtre où vous jouez cette pièce. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que moi, j'espérais bien qu'ils n'allaient pas faire sauter une bombe, mais plutôt qu'on allait avoir de véritables tueurs, à savoir des humoristes qui tuent, vraiment, en faisant rire les gens. Alors, si vous voyez toutes les personnes qui vont à l'université dans le monde arabe, et on a 350 millions d'Arabes sur les différents pays, et tous les Arabes, plus ou moins, ont l'anglais pour pouvoir communiquer. Alors, bien sûr, je n'ai pas de chiffres, à l'époque, je n'avais pas les chiffres réels, mais je savais que c'était quand même une réalité. Alors, pour parler de l'anglais dans le monde arabe, c'est pas la même chose que quand on le fait aux États-Unis. Mais j'aimerais vous montrer d'abord donc cette première vidéo, et j'ai Aran Keda qui est un des comédiens de l'Axe du mal, et il va nous dire ce qu'il pense du fait de parler en anglais. C'est fantastique de voir des Arabes qui rient. Et il y en a plusieurs qui disent « Mais non, les Arabes qui rient, mais je ne pensais pas que vous saviez rire, c'est pas possible. Vous riez, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ?» Oh, vous savez, aux États-Unis, vous ne croyez pas quand on est les vient. Ils disaient « Comment? Vous allez au Moyen-Orient, vous? Vraiment? C'est pas possible. » Ils ne croyaient pas, c'est pas possible. Et la même question arrivait à chaque fois. Ils nous posaient toujours la même question. Ils parlent anglais là-bas? Comment ça? Personne ne parle anglais ici? Je leur dis, attendez, vous êtes déjà allé aux États-Unis? Qui parle anglais aux États-Unis? Ça, vous rêvez?
Et voilà, ça c'est Aaron Cater, dans un des premiers pays où on est allé, à Amman, en Jordanie. Et puis, un signe qui montrait qu'on avait vraiment réussi, c'est que partout dans le monde arabe, on pouvait acheter un DVD, même s'il n'avait jamais été mis à disposition. Et en fait, c'était des faux CD qui pouvaient être disponibles. Et alors, il y a Mas Jobrani, qui est formidable, il est de l'Iran, et il a commencé à parler de la manière dont lui voyait ceci. Je passais par Amman, je regardais autour de moi, et puis on voit, ouais, vous savez, le chaos dans les villes. Ça me rappelle d'un petit Téhéran, en fait, mini Téhéran. Et puis je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. J'étais là, puis je me disais, mais enfin, les blagues que je fais sur, en fait, comment est-ce que vous nous connaissez, ça vient d'où? Et je me demandais s'il y en avait assez qui parleraient anglais pour... on leur a dit, oui, oui, si, on vous a vu, on a vu le bootleg. Et puis, c'est pour ça que j'ai créé cette blague. Et puis, quand on dit une personne est venue et tout le monde l'a vue. Oui, donc voilà. Alors, on était en ville et puis on a vu une affiche pour les bootlegs. Et j'étais très flattée qu'ils avaient fait un bootleg, un faux de notre DVD. Je me suis dit, je vais aller l'acheter. Et j'ai dit, voilà, je suis à Sama Bibi et je voudrais acheter ça. Je sais que c'est faux. Mais en fait, je suis très flattée. J'aimerais l'acheter. Combien je peux l'acheter? L'acheter, cet art, ce que vous avez ici dans votre magasin qui est formidable. Après tout, c'est vous. Ça, cet art magnifique. Ça coûte combien? Combien? Dites-moi. Il m'a dit 1 dinar. Voilà, vraiment un grand comédien. Et en un mois, on a commencé avec 5 soirées. Et puis, rapidement, on a eu 27 à guichets fermés. Et puis, des centaines de billets vendus. Et à la télévision où je travaillais, le service finance ne savait pas quoi faire avec cet argent qui arrivait. La deuxième soirée, on a eu le roi de Jordanie qui est venu les voir. Et puis, après la première semaine, on était partout dans les médias. Et donc, en termes de succès, je crois que vraiment, ça a été une réussite. Et quand vous réussissez, les gens vous demandent plus. Il faut toujours plus. Alors, ce qu'il a fallu, c'est qu'on s'agrandisse. Ce qu'on a fait, c'est utiliser d'autres minorités. Tout le monde est une minorité quelque part. Et donc, c'est de nouveau mettre les gens en réseau. C'est toujours ça qui est important, que chacun soit lié à l'autre. Et puis, je vais partager avec vous encore autre chose. Il faut être honnête avec soi-même. Tout le monde est un peu raciste quelque part. Et si vous ne me croyez pas, je l'ai vu régulièrement sur scène. J'ai vu les réactions des gens. Un comique formidable qui vient du Malawi, mais il habite à Londres. Et on l'a fait venir à Dubaï pour une soirée. Et il fait cette blague extraordinaire. Et c'est notre Dieu qui vient. Dieu, il vient et il regarde. Voilà, Daliso Chaponda. Bon, alors je ne veux pas dire que je dis que le racisme, c'est des Noirs vers les Blancs. Non, il y en a partout, même dans ma propre famille. Oh, si vous saviez, j'étais honteux quand je suis partie du Canada avec un diplôme et mon ami Mathéos, il est allé au Malawi. Et il voulait traverser l'Afrique à faire un trek. Et beaucoup de personnes chez moi, dans ma famille, n'avaient jamais vu des Blancs. Et ils ont commencé à battre pour savoir qui. Et mon oncle disait, il viendra dormir chez moi. C'est moi. Non, l'autre a dit non. Moi, j'ai une grande maison. J'ai trois chambres, c'est tout, hein. Donc, il est allé avec mon oncle, un de mes oncles. Et après, il a dit, oh, non, c'est pas possible. Je crois que tu m'as donné un homme blanc défectueux. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, oncle? Comment ça, défectueux? Votre ami, il agit comme nous. Bah oui, et alors mon oncle, qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? Et avec des larmes dans les yeux, il m'a dit, je pensais qu'il allait faire de la merde blanche folle pour que j'ai des choses à raconter à mes amis. Et moi j'aime mon oncle, et alors je suis allée voir Mathéos et je lui ai dit, écoute, s'il te plaît dans les journées qui viennent, fais de la merde blanche. Il s'est fâché, Mathéos, il a dit, non, je suis le premier blanc qu'il a rencontré, je veux pas qu'il ait des stéréotypes complètement faussés. J'ai dit, mais non, Mathéos, tu ne payes pas la nourriture, ni même ton logement, alors il a dormi avec